Salut, salut, la petite communauté des Saint-Tropeurs. Nous revoilà. J'ai visionné la petite vidéo de l'année dernière où on mettait en place tout ce système-là. Et ça m'a donné envie de refaire une petite vidéo pour vous partager l'état actuel du terrain. Après un petit peu plus d'un an et une saison complète, une saison humide et une saison sèche qu'on a vécue. Donc voir un petit peu l'avancée de toutes ces plantations et où ça en est aujourd'hui. Et la vidéo de l'année dernière était assez parlante, hein, donc on avait un sol à nu quasiment. En tout cas, il y avait très très peu de végétation, à part les fruitiers, cette ligne-là qui était ici. Et l'idée du projet, c'était donc de mettre en place des lignes d'agroforesterie syntropique pour pouvoir nourrir d'abord les fruitiers existants et puis en parallèle mettre en place des nouvelles essences et puis commencer à nous nourrir. Donc un peu plus d'un an et c'est incroyable. C'est incroyable la puissance du vivant. On est passé dans une mini forêt en construction. Alors pour le petit historique, je vous rappelle qu'on était dans ce type de végétation où il y a deux essences qui ont vraiment pris tout l'espace. Donc ici c'est celle qu'on appelle le kéké là, Dicostrachys cinerea, une famille des mimosas aussi là qui fait des petites fleurs en lanterne jaune et violette magnifiques. Mais c'est un épineux, donc c'est assez complexe à gérer. Les grosses épines. Et les cassias, donc c'est les leucaena, donc des cousins. Tout ça c'est des plantes pionnières, donc qui arrivent en deuxième strate après les soi-disant mauvaises herbes. C'est les premières plantes carbonées, les premiers arbres qui vont sortir de terre pour nous aider vraiment à construire le sol. Donc l'historique du terrain c'est ça, c'est qu'il y a 10 ans, après avoir perturbé le terrain avec des terrassements et tout ça, ça a été un peu mis à l'abandon, en jachère, on va dire, avec des élans un petit peu de plantation, mais l'énergie humaine n'était pas vraiment là à ce moment-là pour en prendre soin. Du coup, ils se sont fait complètement envahir par ces deux plantes-là. Et ça, c'est ce qu'on a sur l'essentiel du terrain. Voilà. Le sol qui était à nu après ces terrassements-là, il y a 10 ans, est aujourd'hui complètement couvert, quasiment que par ces deux essences-là. Donc nous, l'idée, c'est de les remplacer et de commencer à produire l'abondance en mettant des plantes nourricières pour le sol et nourricières pour nous. Des plantes médicinales, des endémiques, des arbustes, des fruitiers, du vivrier. Voilà, on va essayer de faire un petit patrimoine de biodiversité ici, tout en restant vraiment à l'écoute des rythmes du vivant. Donc le petit itinéraire technique, ça a été ça. On a coupé ces deux essences-là sur le plateau, qui était ici. On a importé de la matière organique, donc du bois broyé, tout simplement, qu'on a installé sur les chemins. Et après, donc dans les lignes de plantation de fruitiers, ici, là et là-bas, nos 3 lignes, on a fait des berceaux de fertilité pour permettre à nos arbres de s'installer, d'être nourris et à tous nos micro-organismes du sol de pouvoir revenir. Et en parallèle, du coup, ça va nous permettre de commencer à
à manger un peu et à profiter de toute cette abondance. Donc on a ramené de la matière organique sur le sol, on a mis énormément de semences, donc selon la philosophie un peu de Ernst Götsch, hein, donc l'agroforesterie syntropique, qui réfléchit dans l'espace et dans le temps, et qui met en place toutes les plantations en même temps. Donc on a mis des petits pots en terre, on a mis beaucoup de boutures et vraiment énormément de graines en semis direct. Tout ça les mêmes jours, hein, dans les mêmes week-ends. On fonctionnait sur des week-ends participatifs où les gens venaient nous aider à mettre ces systèmes en place. Donc on a mis toutes ces plantes, ces graines, cette abondance de végétaux divers en terre. Et on a imbibé le sol d'eau juste après les plantations. Quand je dis imbibé, c'est que pendant au moins 24 heures, on a laissé couler l'eau sur le sol, qui était quand même couvert, hein, de matière organique. Du coup, l'eau a vraiment pénétré en profondeur. Ça a permis à l'ensemble de ces berceaux de fertilité de pouvoir germer. Et après, on a laissé faire la nature. Donc on était quand même assez conscient qu'on est en milieu semi-aride, hein, ici. On est sur la côte ouest de la Réunion. On va dire qu'il y a entre 350 et 500 mm d'eau par an, essentiellement sur 3-4 mois de saison cyclonique. Donc c'est des épisodes pluvieux très intenses, et après on se retrouve avec une saison sèche où là, pendant l'année dernière, pendant 7 mois quasiment, il n'y a aucune goutte d'eau qui est tombée du ciel. Et nous, on a fait le pari ici de ne pas irriguer. Donc tout le système que vous voyez là a reçu de l'eau après plantation, et après c'était fini. Donc on a accueilli énormément de pertes. Et ce qui est là aujourd'hui devant nos yeux, c'est uniquement les plantes résilientes qui ont trouvé les moyens de traverser ces épisodes un peu aléatiques au niveau du climat. Ce qui fait qu'on mise tout de suite sur quelque chose d'extrêmement résilient, puisque aujourd'hui, on ne ramène absolument plus aucun intrant extérieur. Aucun engrais, aucune lutte de quoi que ce soit au niveau des herbes ou des ravageurs, et on ne met pas d'irrigation. Donc on se retrouve avec un système totalement autonome finalement, où toute la fertilité et toute l'eau est produite sur place grâce aux végétaux qui poussent dans le système. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve avec des arbres fruitiers qui bénéficient énormément de tout ça, et des plantes extrêmement robustes et vivaces. Et on le sent bien quand on se balade ici pieds nus à l'intérieur du système, comment la nature est très très puissante. Donc allons voir un petit peu ces berceaux de fertilité et ce qu'on a mis en place. Donc là, on va faire des petits allers-retours sur les plantes. Je vous montre ça parce qu'on a beaucoup de fleurs ici dans notre système. Donc là, c'est l'Hibiscus sabdarifa. Ici, donc, on a des vivaces aromatiques qui vont être très très bonnes pour le sol, et justement ramener un petit peu ces régulations au niveau des insectes qui peuvent être potentiellement un petit peu ravageurs ou envahissants au début, parce qu'ils sont très très concentrés en essence aromatique, en terpènes, en tanins et tout ça. Ça sent très très fort. À peine on frôle les feuilles et on est envahi par ces odeurs enivrantes. Et quand on les taille, du coup on sait que toutes ces molécules là, elles partent dans le sol et elles vont permettre à tout notre système là
bénéficier de tous ces choses qui sont bonnes pour nous dans notre corps, mais qui du coup ont un peu les mêmes effets au niveau du système végétal. Donc elles vont protéger, assainir, renforcer tout le système. Donc on a beaucoup d'aromatiques comme ça, vivaces, de milieu tropical, qu'on a installés. Donc la philosophie un peu de Ernst Gösch, hein, c'est de mélanger des végétaux qui vont prendre un petit peu toutes les strates spatiales pour faire un maximum de photosynthèse et toutes les strates dans le temps, de la petite plante qui va vivre 3 mois à l'arbre qui va vivre plusieurs centaines d'années. Tout ça, on va les planter en même temps et on va avoir des plantes qui du coup vont faire de la photosynthèse et des petits capteurs solaires comme ça de toutes les formes et tous les étages différents. Donc c'est des gros mélanges, c'est magnifique, c'est un foyer de diversité où on se retrouve. Donc on a des graminées là-bas derrière, donc ça c'est le vétiver qu'on aime beaucoup, qui est d'ailleurs en train de partir en fleurs, on peut voir. Et ça, les oiseaux en raffolent. Donc qui dit oiseau dit petit caca d'oiseau et ainsi de suite. Donc ils nous ramènent aussi des essences locales et des micro-organismes du quartier, ce qui va vraiment nous aider et nous accompagner à mettre en place un système résilient. Donc des graminées. Après, on a des petits arbustes qui vont pousser vite, faire du bois très vite et mourir assez vite. Donc là, en l'occurrence, c'est un cotonnier. Et après, on va avoir des essences qui vont pousser un petit peu plus lentement, qui vont donner du bois un petit peu plus dur et qui vont permettre, voilà, au système de s'étaler sur le temps. Donc là, on a du moringa, par exemple, qui est de nouveau une essence pionnière pour faire beaucoup de fertilité et beaucoup de biomasse tout de suite dans le système. Et après, en dessous, au milieu, on a des plantes qui vont être un peu plus longues et qui vont donner à manger. Donc, par exemple, du tamarin qui a été mis là en semi-direct. Et il est à l'ombre aujourd'hui, mais c'est pas du tout un problème. Pendant 2-3 ans, il va être un peu à l'ombre de tout ça, dans cette espèce de microclimat, petite pépinière naturelle, qui fait que il va s'installer tout doucement, et un jour, il sortira de tout ça, et puis il nous donnera à manger. Des bananiers, hein, on a énormément de bananiers, vous pouvez voir, je pense qu'on a un berceau de bananiers tous les 3 mètres à peu près dans le système, dans chaque ligne, et même quelques-uns dans les interlignes. Donc ça, eux, ils vont plutôt ramener l'eau, hein, toute cette famille, les herbacées, les musas, hein, donc on va avoir des cannas, des familles comme ça, des oiseaux du paradis ou des plantes comme ça qui vont donner beaucoup d'eau. Dès qu'on va les tailler, on sait, hein, un bananier, on le taille, il donne de l'eau. Donc lui va donner de l'eau, eux vont donner du bois, du carbone pour les champignons, et on va se retrouver avec un système comme ça qui va être complexe et qui va mettre en place tout doucement tout notre équilibre. Donc voilà, on a un gros mélange, on a des couvre-sols qu'on va manger, et puis après des petits arbustes et des plantes un peu plus longues. Donc on va aller voir, on va aller se balader dans ces petits interlignes. Donc regardez bien, hein, la première vidéo, c'était quand même assez incroyable, il y avait très peu de végétation. Aujourd'hui on se retrouve avec vraiment un système qui a démarré de façon autonome, hein. C'est quand même, je le rappelle, on n'a pas d'irrigation ici. Donc c'est vraiment des plantes acclimatées à notre écosystème, à notre microclimat qui est vraiment particulier. Donc les semences, on les prend essentiellement dans le quartier en premier, vraiment pour qu'elles aient déjà le patrimoine génétique de notre microclimat, quoi. Donc les essences fruitières de ce côté-là, avec les berceaux de fertilité,
Et à l'intérieur ici, plutôt des interlignes où on va se permettre de mettre en place vraiment des plantes comestibles rapidement, où on va même pouvoir faire des trous dans le sol, parce qu'on aura la matière pour le couvrir juste à côté. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a un petit gingembre mangue, hein, on appelle ça ici. C'est un curcuma. Curcuma qui a une petite odeur, une petite saveur de mangue verte. Un petit peu quand on la taille. Un peu citronné. Eucalyptus citronné là un petit peu. Donc c'est très très bon. À côté, voilà un gingembre par exemple. Ici, donc on a des plantes qui vont perforer le sol aussi, hein, des tubercules, hein, on a dit il va y avoir un gros mélange de plusieurs essences de plantes. Donc là on a du curcuma et du gingembre qui vont faire ces trous là. On a des maniocs, beaucoup de maniocs, ce qui pousse très bien sans eau. On peut voir qu'ils ont déjà été taillés plusieurs fois. On a une taille ici, une taille ici et une dernière taille ici. Donc il a déjà été taillé 3 fois et à chaque fois la matière a été rendue sur place au sol. Ça va vraiment être le principe ici. On va passer tout notre temps à tailler les végétaux. On va faire que ça. Les moringas, pareil, ont été taillés déjà plusieurs fois et à chaque fois rendus au sol, au centre. Des canards. Un gliricidia aussi, ça va être un de nos piliers. Regardez comme il est beau après 1 an. Il fait déjà un petit peu de bois, du carbone, et il monte à 2 mètres. Et il va nous faire une petite canopée pour la saison sèche. Ce qui va permettre de faire une saison sèche où le sol est un peu couvert. Donc on va commencer à avoir un sol qui va être protégé du soleil. Des citrouilles, les ambrevades, pois d'Angole, hein, eux aussi, magnifiques, ils poussent absolument sans eau et ils continuent à faire de la photosynthèse, ils continuent à faire de la végétation, même en saison sèche. Donc, et ils donnent des grains à manger qui sont vraiment succulents, très très bons pour la santé. Voilà, il y a une odeur là. Ah ouais, c'est lui. Oh là là, il est magnifique. Donc je vous parlais des aromatiques. Voilà, tout de suite, ça donne une nuance. Là, c'est ce qu'ils appellent le faux patchouli. Vraiment succulent aussi. Une odeur incroyable. On continue notre petite visite. Des papayers qui sont ici, donc c'est des graines en semis direct, hein. Du canard, une autre variété, canard rouge. Et donc normalement dans ces lignes de fruitiers, on a des trésors qui sont cachés, qui poussent au milieu. Alors voilà, normalement on a des repères, c'est-à-dire quand on voit une cordyline rouge comme ça, c'est qu'il doit y avoir un petit trésor à côté. Voilà, regardez, un petit avocat qui pousse lui à l'ombre, il fait son petit chemin. Voilà. Il a que 1 an, on sait que pendant 1 an ou 2, il va être quand même un petit peu à l'ombre, caché, il va pas cramer par le soleil, il va passer la petite saison sèche ici, entouré de toute cette végétation. Et d'ici 1 an ou 2, il va commencer à traverser. Et là, on va pouvoir vraiment le remettre en valeur, le faire sortir dans la lumière. Et il va vraiment bénéficier de toute la végétation qui est là. Donc notre gliricidia, on l'a dit. Le manioc rouge, ici. Les moringas. Les ambrevades. Et tout ça, on va les tailler pour finalement nourrir notre avocatier qui est au milieu du système. Les bananiers. Voilà, là on a l'acérola. Vous pouvez regarder dans la première vidéo. C'était une petite tige de 60 cm. Et aujourd'hui, on a une tige, 2 tiges, 3, 4, 5 jolies tiges comme ça, hein, qui montent à 1,50 m.
Donc lui vraiment a bénéficié, on le voit, de toute cette diversité végétale qui est avec lui, tout autour, et qu'on taille régulièrement. Les moringas. Voilà, on a même, regardez les cotonniers, hein, ça c'est vraiment nos piliers aussi, les cotonniers. Alors lui on l'a pas taillé. Regardez comme c'est beau, les jolies fleurs de cotonnier. Donc là pour le coup il monte à déjà à 3 mètres, hein, 3 mètres 50. Et donc normalement on le conduit en enlevant un petit peu toutes les branches secondaires. On garde que le foyer en haut et après on le trogne, donc on coupe la tête pour permettre vraiment de garder ça. Des plantes qui vont repartir de plusieurs sections, toujours au même endroit. Et on va rendre au sol toutes les branches comme ça, qui repoussent plusieurs fois par an. On continue. Un petit fruit de la passion bien abondant. Un jaboticaba. Donc lui aussi, hein, on peut sentir qu'il est puissant. Des gliricidia. Et nos interlignes, hein. Donc interlignes, c'est où on va commencer à manger. Donc on a des aromatiques comme là, la brisée par exemple, super bonne, qu'on peut manger crue ou en infusion. Petite odeur de citronnelle. Des herbes donc comestibles, hein. Ça c'est l'acistasia. C'est une mauvaise herbe. On va la retrouver dans les caniveaux, dans les chemins perturbés. Et évidemment, elle est excellente pour la santé. Donc c'est toujours une histoire de savoir, hein. On parle de mauvaises herbes, c'est juste qu'on n'a pas l'information. On manque d'informations sur pourquoi elle est là dans notre système, qu'est-ce qu'elle fait pour le sol, qu'est-ce qu'elle fait pour nous l'être humain. Et une fois qu'on a l'information, en fait on la voit différemment. C'est une mauvaise herbe pour la plupart des gens, mais dès qu'on sait qu'elle est vendue en gélule, en naturopathie pour tel ou tel effet sur le corps, et qu'on peut la manger crue, eh ben on la voit comme une salade incroyable. Donc allez chercher l'information. Quand vous avez des herbes qui reviennent régulièrement dans votre système, elles sont là pour quelque chose. La nature va nous guider tout le temps. Donc elles sont là pour perforer le sol, elles sont là pour ramener des nutriments. Elles ont une raison d'être. Donc on va vraiment les voir, on va essayer de chercher cette information. Et si on n'a pas l'information, c'est bon aussi. On accueille juste le fait qu'elles sont là. La nature nous les a mis, c'est pour une raison. Alors là je me suis arrêté parce que c'est un trésor aussi. Le Titonia, je crois, grandiflora, donc le tournesol mexicain. Plante qui dans notre écosystème est incroyable. Elle pousse tout le temps. Elle fait un petit peu de carbone assez vite. On peut voir. Elle commence à faire du bois déjà. Donc on la taille et on peut donner à manger au sol avec ça. Et elle va monter à 2-3 mètres si je la laisse partir. Mais on va pas la laisser partir, on va la laisser en strate intermédiaire et on va la tailler régulièrement. Donc ça c'est des plantes qui, il y a eu plusieurs études là-dessus, hein, que ce soit en transformation. Enfin les études que j'ai vues les plus intéressantes, c'est celles où il est conduit en chop and drop, hein. Je taille et je donne au sol les feuilles fraîches directement sur le sol. Et ça c'est encore plus puissant que des purins, des engrais ou je sais pas quel compost. Et c'est très facile du coup. Je mets la plante, je la taille, je donne au sol. Et c'est tout. Et ça va nourrir notre sol. En vraiment plein de nutriments. Et du coup quand je fais ça, je taille, je donne à manger sur mon sol dans mon chemin, c'est mes essences à côté qui en bénéficient. Donc c'est des trésors. Ça il en faut dans les systèmes comme les nôtres, il nous en faut plusieurs. Un acistasia, les orthosiphons, et toujours donc nos mauvaises herbes comestibles, hein, qui fait que demain on va piétiner dans nos chemins des plantes qui potentiellement sont à haute valeur ajoutée, puisqu'on peut les manger, on peut
en faire des plats préparés. Voilà, c'est super bon. Alors là, je me suis arrêté parce que là, on est sur un bon gamme. On voit hein, les feuilles luisantes comme ça, là, il est vraiment, lui aussi, il est complètement à sa place chez nous. C'est des graines en semi-direct de nouveau. Donc on peut voir là, la graine est partie, il fait déjà du carbone. Et lui, il va pas s'arrêter de pousser non plus, quoi. Il est incroyable. Donc il va nous donner encore d'autres types de nutriments dans le sol. On va le tailler, donner à manger à notre sol, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors elle, c'est une petite... Voilà, je vous parlais des herbes sauvages que la nature met en place pour nous. Elle, elle est sortie à plusieurs endroits dans notre système. Donc on a essayé de se renseigner, qu'est-ce que c'est, t'es qui toi, blablabla. Et ben c'est une malvacée. Et les malvacées, ben, c'est des plantes qui sont, donc comme les hibiscus ou le cotonnier, des plantes qui sont très très bonnes pour créer ce réseau de champignons dans le sol. Elles sont vraiment associées à plusieurs types de mycorhizes. Et donc elles sont là pour nous guider. La nature a mis ça parce qu'on a besoin de ça dans notre sol pour créer ce maillage souterrain là qui fait que l'information circule très vite de mon arbre fruitier ici au bananier à ma petite plante comestible. Tout ça c'est relié entre eux grâce à ce maillage souterrain de mycorhizes. Et eux, ils ont ce pouvoir là de créer ce réseau là. Bon, comme le mourong et d'autres plantes pionnières. Là on a encore un magnifique acérola. Donc ouais, là il commence à être joli, hein, ils sont un petit peu mélangés à notre végétation. Je pense que on va bientôt pouvoir le mettre à la lumière et il va se mettre à donner des fruits. C'est évident, très vite. Voilà, les ambrevades aussi, hein. Ambrevades super bien, ça vit quelques années, très bon pour le sol. Des bananiers, toujours hein, les bananiers, tous les 3 mètres, on en a mis beaucoup. On les a plantés à l'envers là, une petite technique. Hein. On a coupé le bulbe et on a retourné ça au fond du trou. Et du coup ça fait sortir en général 2 voire 3 rejets en même temps. Ce qui fait qu'une fois qu'il va être un petit peu gros l'année prochaine, ben on va pouvoir enlever tous les autres rejets et en garder qu'un producteur. Et on va donner tout le reste au sol. Et là ça va être le début du système. Hein. Vraiment quand on commence à tailler nos bananiers, on ramène énormément d'eau sur notre sol et ça démarre. Donc c'est vraiment, ben voilà, hein, on n'a pas mis d'irrigation, mais on a mis les bananiers qui vont faire vraiment l'eau dans le système quand on les taille. Et aujourd'hui on voit bien que quand on a des bananiers associés à des graminées juste à côté, donc c'est ce qu'on a fait à chaque fois, hein. Là on a du vétiver encore, on peut voir. Et quand on le fait pas, bah, c'est la nature qui nous met voilà, des graminées ou des herbacées sauvages, hein. Elle nous guide hein, toujours. Et ben quand ces petites herbes, donc là c'est du fatak, quand ces petites herbes, qu'on est en fin de journée, que la température redescend et qu'il y a de la condensation qui se fait dans l'air, ben, toutes les graminées qui sont à côté de nos bananiers commencent à faire des gouttes d'eau. Elles perlent de l'eau visible, hein, de l'eau physique, des petites gouttelettes comme ça sur leurs feuilles, tac tac tac, et ça tombe par terre. Alors moi quand j'observe ça, je me dis ben voilà, on a un goutte à goutte qui se met en place naturellement à chaque fois qu'il fait chaud. Les journées où il y a des grosses différences de température, on a réellement un arrosage quotidien qui se fait. Alors là c'est vraiment ça, c'est une fois qu'on a observé ça, dans nos systèmes un peu semi-arides, on ne veut plus faire autrement. Hein. Un bananier ou un musa, là, cette grande famille des herbes pleines d'eau, plus des graminées, incroyable. Un goutte à goutte qui est là. Donc si on en met un tous les 3 mètres, bah, c'est un petit peu comme si on avait mis un tuyau
en plastique avec notre goutte à goutte. Sauf que là c'est tout naturel et à la fin on peut récolter du vétiver pour faire des parfums ou construire des cases, ou de la citronnelle pour faire des infusions, et des bananes, on va manger. Donc voilà, là encore les conduites en trogne, bon je ferai des vidéos spécifiques, hein. Là j'ai vraiment envie de relancer un peu tout ça, toute cette transmission, mais on se retrouve donc avec des moringas, des cotonniers, qu'on va vraiment conduire comme ça, couper régulièrement. Alors le soleil arrive, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau, oh là 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 là. Les ambrevades, hein. Les ambrevades montent, on les laisse partir, ça y est, on les a taillées, donc vous voyez, hein, on les a taillées une fois déjà, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc on les a déjà taillées 4 ou 5 fois depuis un an. Et là maintenant on a vraiment besoin de semences, parce que la clé ça va être les semences. Donc on les laisse partir vers le ciel, ils vont nous faire énormément de fleurs, des graines. Donc les graines il va falloir être patient, hein. On aurait envie de tout manger tout de suite tellement c'est bon. Et voilà, les premières saisons on va en manger une petite partie pour vraiment honorer ce que la nature nous offre. Mais le gros de la récolte va partir dans la récolte de semences pour pouvoir bénéficier vraiment de tout ce patrimoine génétique qui pousse d'abord sur notre terrain, qu'on va pouvoir replanter ailleurs. Donc on a 2 petits plateaux expérimentaux où on va sélectionner nos semences pour qu'après on puisse propager tout ça dans nos berceaux de fertilité sur l'ensemble du terrain. Parce que la petite graine là de mon ambrevade, elle sait que on va la poser une fois sur le sol, on va irriguer abondamment le sol une fois juste après la plantation, et après il va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Donc il faut qu'elle se connecte très vite, au bout de 3, 4 jours, 5 jours maximum, au réseau mycorhizien. Et comme ça après elle peut faire toute sa petite vie toute seule. Mais elle sait qu'elle aura aucun apport, aucun soutien extérieur. On va pas ramener d'eau comme je disais, on va pas ramener d'engrais, de compost ou quoi que ce soit. Donc on a un gliricidia, hein, c'est notre petit patron ici. C'est un ancien qui est dans la ravine, donc lui il a toute l'information qui arrive de l'extérieur. On a une petite ravine qui traverse le terrain. Dans ses racines il a toutes les mycorhizes, et donc c'est lui qu'on multiplie. On récolte ses graines au bon moment et on le met dans notre système. Donc on sait que notre système il est connecté directement au vieux papa qui est là derrière. Et lui il a le patrimoine génétique de toutes les années où il a déjà poussé ici. Donc dès que mon gliricidia ici il est un peu en stress parce qu'il manque d'eau ou quoi que ce soit, le vieux là il est en train de lui dire t'inquiète, dans 2-3 mois on va reprendre de l'eau et ça va le faire. Et du coup il y a vraiment cette information qui circule entre les vieux arbres et tout ce qu'on met en place. On sait que c'est 2,5 fois la hauteur, hein, de l'information qui circule très vite. Donc là il fait un bon 6-8 mètres, donc je sais que il arrive à donner l'information jusque là-bas. Donc quasiment la moitié de mon petit plateau est informé grâce à ce gliricidia. Voilà. Donc là, par exemple, on peut voir qu'est-ce que c'est les berceaux de fertilité. C'est donc toute cette diversité végétale qu'on a mis au pied de notre producteur. Donc là, en l'occurrence, c'est un jackfruit. Et on a mis, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, des herbacées qui vont faire de l'eau, des graminées, des petits arbustes, des plantes plus carbonées qui vont pousser plus lentement et donner beaucoup de bois. Et ça va vraiment donner tout ce dont le sol a besoin. Et des aromatiques aussi. Donc là on a un petit
thym brésilien par exemple, qui est juste à côté. Et on a un équilibre parfait qui va s'opérer. Et beaucoup de fleurs. Parce que nous, on adore les fleurs. On adore manger les fleurs. Donc des canards qui vont donner des jolies fleurs aussi. On va pouvoir manger les racines. Donc je vous racontais l'histoire des bananiers plantés à l'envers. Hein. Vous voyez, à chaque fois, on a deux bananiers qui sont sortis au même endroit. Ce qui fait qu'on en a un sur les deux. Un qui va nous nourrir et un qu'on va rendre au sol. Des petits gléricidia, un cotonnier. Vous voyez, le cotonnier, il fait du bois. Hein. Après un an, il commence à faire du bois. Des tisans brevades, du manioc. On a des petites fleurs. On a beaucoup de papillons. Ah, on adore ça. Ça, c'est dû à toutes ces petites fleurs qu'on a dans le jardin. Et à ces aromatiques, ces petites plantes sauvages aussi, là, vivaces, que la nature met pour nous. Hein. Regardez. Petit sénat, là. Qui est grignoté. Il est mangé par des insectes, des chenilles. Et puis du coup, on a plein de papillons. Et c'est trop bien parce qu'on a des vortex de papillons de toutes les couleurs qui volent dans notre jardin. Regardez, Mourong après un an. On a un joli petit tronc. Il a un an en semi-direct. Et il a été taillé donc à 2,40 m, 2,50 m. Ça va être un peu notre strate haute là. Pas l'émergente. L'émergente, ça va être nos producteurs. Mais en strate haute, on va se retrouver avec des morongs, des gliricidia, des choses comme ça. En strate intermédiaire, donc on a du manioc. Et en strate basse, si on regarde bien, on va avoir des canards par exemple. Ou... qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fleurs, parce qu'on adore les fleurs. Donc des bois chandelles, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est ça qui est là. Et à l'intérieur, on a du semi-direct, de petits trésors qui poussent. Donc on a des cerises de Cayenne, des petites cerises du Brésil, du café, enfin plein de graines comme ça qui sont aujourd'hui un peu mélangées, qui poussent à l'ombre et qui demain vont pouvoir être installées dans la bonne place, quoi. Et les interlignes de plantes. Donc on a des citrouilles, des petits pourpiers. Voilà, on mange les fleurs, hein, on vous a dit beaucoup de fleurs. Les petits pourpiers, la cistasia, une petite salade, de la brisée, des sauges, du sabdarifa, comment s'appelle celle-là déjà? Pervenche de Madagascar, je crois. Encore un autre type de pourpier, un thym brésilien, un papayer. Voilà, nos interlignes sont plutôt à vocation de nous nourrir. Et puis les lignes fruitières, c'est des berceaux de fertilité et des arbres fruitiers qui vont vraiment s'installer sur le long terme. On a un joli papayer. Voilà, après un an, il commence à être assez joli. Et il nous donne nos premiers petits fruits. Donc on va être vraiment gâtés. Et puis pour le chikungunya qui est passé il n'y a pas longtemps, on a pu se faire des jolies petites infusions du jardin qui nous ont remis sur pied très très vite. Donc on continue, il y a une dernière ligne là-bas. Ouais, on peut aller voir aussi. Parce qu'il y a des trucs précieux là-dedans.
Ah, regardez les cotonniers. Voilà nos premières graines hein, du jardin. Donc ça, on va le prendre et on va pouvoir les ressemer l'année prochaine. Magnifique, hein? Dans notre système, dans d'autres berceaux de fertilité. Il y a des petits haricots aussi. Donc il y a des lianes aussi, hein. Il faut quelques lianes pour faire le lien avec tout ça. Nos bananiers, les ambrevades, des cotonniers. On commence à se retrouver à l'ombre, hein. C'est vraiment c'est incroyable. Au bout d'un an, on est à l'ombre, ça y est. Alors que c'est vraiment difficile ici en saison sèche. On est en plein soleil, il fait très très chaud. Et voilà, le système. Une belle ligne où il y a des arbres fruitiers là-dedans. Des endémiques aussi, hein. On a plusieurs endémiques glissés là-dedans. Ils ont vraiment un pouvoir aussi au niveau mycorhizien, dans les micro-organismes associés à leurs racines là. Des choses que eux seuls ont. Alors un petit bringel, le cotonnier, ah ouais, le boinia. Alors là, l'arbre à orchidée aussi, lui, c'est un trésor. Trésor de fertilisation et de régénération des sols. Donc on en a mis plusieurs là aussi. On va bousculer le cotonnier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a un petit badamier. Donc voilà, c'est des plantes en semi-direct et on va devoir donc patienter, hein. Ça va être vraiment un des enseignements clés quoi. Agir avec le temps long. Tipa tipa comme on disait dans le sud de la France. Hein, j'arrivais de là-bas. Et après en voyageant un petit peu partout en milieu tropical, je me suis aperçu que cette expression là, bah, elle était partout. Donc ici on va dire un peu tilambe tilambe. Je sais pas, en Polynésie c'était aremaru arepapu. Au Vanuatu c'était slowly slowly. Enfin, c'est un enseignement que la nature nous offre à chaque instant. On avance doucement, pas à pas. Là aussi on a un petit tamarin, regardez, magnifique. Donc c'est des graines, on va patienter, hein, on va patienter avant de récolter tous ces fruits là. Ça va mettre une petite dizaine d'années. Bon, après dans des systèmes comme ça va quand même plus vite. Donc peut-être au bout de 6 ans, 8 ans, on va avoir nos premiers fruits. Mais c'est pas grave, en attendant on a nos mauvaises herbes comestibles. Voilà, la cistasia, on va pouvoir commencer à manger. Pardon. Commencer à manger tout ça. Des aubergines, des maniocs, les gingembres, les curcumas, vraiment du vivrier. Les mauvaises herbes, hein. Donc là on a les amarantes par exemple. Donc voilà, il faut vraiment utiliser ça, voir cette abondance là à chaque instant. Et puis un jour, petit pas, ça s'est mis en place. Et on se retrouve avec une nourriture qui est là, complètement résiliente, qui a poussé toute seule. Donc là je m'arrête sur le ricin aussi. Ricin, c'est gros patrimoine chez nous. Regardez, il fait 3 mètres. Donc on attend les graines aussi, il fait du bois. Il pousse tout seul, sans eau, donc sans nutriments, sans rien, dans des sols les plus difficiles. Mais il pousse, il fait de la matière, avec seulement le soleil et l'air, quoi. Incroyable. Il arrive à faire de la matière. Donc ça, c'est vraiment de l'énergie. On va tailler, on va rendre au sol. Et toute cette énergie qui est rendue sur le sol, après elle est redistribuée à toutes nos plantes. Donc le ricin, incroyable. Et je vous disais donc tipa là, tilambe, slowly slowly. Mais si on choisit les bonnes essences, voilà un autre trésor. Donc là on a fait un poké
poquer de 3 graines dans le même trou. Donc, je vous montre. Et coup de chance, les 3 graines sont parties. Donc ça veut dire qu'il y a 3 systèmes racinaires en même temps. Alors là, on s'est amusé à le tresser parce que ça poussait très vite. Donc on l'a tressé, il va s'auto-greffer, hein, s'auto-souder. Là, on le voit, il est déjà en train de le faire. Donc on va avoir un seul tronc comme ça, tressé en 3. Et il pousse, il pousse, il pousse, il pousse quoi. Donc lui il est à 3,50 m. Il a 1 an. Donc ça pour nous c'est un trésor. Ça s'appelle le Sesbania grandiflora. Et c'est des plantes qu'on a oubliées. Mourongue longtemps, on appelle ça ici. Et donc c'est incroyable, une fois qu'on a la connaissance, on a des plantes comme ça qui vont, même si c'est tipa, elles font 3,50 m en 1 an. Et on va pouvoir consommer les feuilles, consommer les gousses, ça fait des grands haricots. On va consommer les graines, on va consommer les fleurs. Donc elle, on la taille plus du tout, on va attendre les fleurs. Et comme je vous disais, on va faire des récoltes de semences adaptées à notre écosystème. Donc un trésor qu'on a oublié. Voilà, c'est un peu l'idée du projet ici aussi, remettre un peu en valeur des endémiques, hein, comme ici là par exemple le bois d'Arnette, et des plantes longtemps qu'on a oubliées. Les vieux connaissaient, ils l'utilisaient, et aujourd'hui ça se vend même plus au marché, on sait même plus que ça existe. Mais pour créer un sol, c'est incroyable. Donc c'est celle qui, dans notre système aujourd'hui, avec le mourongue, est émergente. Elle pousse à 3,50 m, 4 mètres en 1 an. Sans irrigation, sans engrais, sans compost, sans rien de tout ça. Voilà, moi je suis complètement ébahi à chaque fois que je vois tout ça. Donc c'est un peu l'idée du projet ici, un projet collectif où on va essayer de comprendre ensemble comment la nature nous guide, nous enseigne tout ça. Voilà un vieux longan qui est en train de profiter de toute cette diversité végétale qu'on va rendre au sol. Des fleurs, beaucoup de fleurs, parce qu'on veut des insectes, on veut des papillons, on veut manger des fleurs. Des plantes pour nourrir le sol, des plantes pour nous nourrir nous. Des fleurs, encore et toujours. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et les carences, les ravageurs, les mauvaises herbes, voilà, qui sont accueillis. On lutte plus du tout contre, on sait que c'est le système qui se met en place, il a besoin d'un petit temps d'adaptation. Et un déséquilibre aujourd'hui comme ça, là, j'ai même pas besoin de savoir ce que c'est. Regardez, il y a des petites taches sur les feuilles. On en a un qui est extrêmement vivant, en pleine santé, juste à côté. Et lui, il a un petit déséquilibre. C'est ok. On va vraiment accueillir ça. Cette magie du vivant qui est en train de se mettre en place, qui est en train de trouver toutes les solutions par elle-même. Et puis un jour, à force d'avoir cette diversité végétale, à force de tailler, de rendre au sol, regardez tout ça, c'est que de la matière qui a poussé cette année. Tout ce qu'on a mis l'année dernière a déjà été digéré. Et tout ça, c'est juste cette année. Là, on a une feuille de canard, regardez, en décomposition. Une feuille de papayer en décomposition. Des graminées, un peu carbonées. Même des petites branches de bois. Ça y est, on commence déjà à ramener du carbone. Après même pas 1 an. Donc tout ça, en protégeant le sol,
va faire remonter vraiment tous les micro-organismes et nous amener à trouver les solutions. Les plantes vont se débrouiller entre elles, vont se passer l'information, vont se passer les nutriments, vont se passer l'eau. Quand il y en a une qui n'a pas d'eau, qui manque un petit peu d'eau, ben regardez, celle-là elle est gorgée d'eau, elle est en pleine forme. Et elle va donner au système, donner à l'ensemble, tout le surplus. Et tout le monde va en bénéficier. Voilà, c'est magnifique. Des bananiers, du manioc, des arbres fruitiers. Donc des interlignes qui aujourd'hui sont vraiment bien sorties de terre, des lignes d'arbres fruitiers, des interlignes encore, des lignes de fruitiers, fruitiers ou arbres endémiques, parce que pour nous ça a autant de valeur. Et après des fruitiers, toujours un peu parce qu'il faut qu'on mange. Faut pas qu'on oublie tous ces légumes longtemps. Donc là c'est une sapote, le Puteria je crois, je sais plus, le canistel, voilà, canistel, un fruit qui donne comme une chair de jaune d'œuf, un peu sucrée, très consistante. Des légumes qui sont très très bons pour la santé, des fruits et légumes très très bons pour la santé. C'est ça, on a des nutriments au marché, au magasin, qui ont disparu dans nos légumes et nos fruits. Et ici, on va se retrouver avec des plantes qui poussent sans aucune énergie extérieure, qui sont très très riches. Et des fleurs. Des fleurs, donc là, le canna, voilà, il finit sa floraison. Les sabdarifa, qu'on mange cru, cuit. Hein, les feuilles, on a oublié. On mange cru et cuit les feuilles. On mange les fleurs. On mange les petits calices après crus. On en fait des confitures, des sirops, des boissons fermentées. Voilà, nous on est passionnés ici de tout ça. Transformation de produits locaux qui font du bien. Qui font du bien au corps, qui font du bien au cœur. Ils nous nourrissent. Voilà, bon c'était un petit tour, un grand tour même du coup. Notre petite forêt nourricière ici, sur Saint-Leu, sur la côte ouest de la Réunion. En climat semi-aride. Où des modèles d'agroforesterie syntropique sont mis en place. Avec vraiment un patrimoine de micro-organismes ici qui est en train de se créer. Qui vont permettre dans toute notre petite région de pouvoir se passer dans les années qui viennent de nutriments extérieurs, d'arrosage, d'irrigation, traverser les saisons qui vont être de plus en plus compliquées. Voilà, là c'est un système global qui sort de terre. C'est pas une plante, c'est tout un système qui est vraiment connecté ensemble et qui pousse tout ensemble. Voilà, une belle citronnelle là encore, des bananiers, des hibiscus, ce qu'on a dit, les malvacées, super bon. Puis ça va faire des fleurs, ça va encore faire des fleurs, on va avoir des fleurs partout, des oiseaux, des papillons. Et on a des plantes qui sont pas adaptées, hein. Regardez un choucanac ici. Lui, il a besoin d'eau, énormément d'eau. Mais il a fait toute une saison aride ici, avec 7 mois quasiment sans aucune goutte d'eau. Et il est là dans le système. Donc chaque année, il va y avoir de plus en plus d'eau. Chaque année, le sol va être de plus en plus profond, de plus en plus aéré. Et il va s'installer. Et on va pouvoir faire des plantes comme ça qui n'ont pas leur place normalement dans un système comme le nôtre. Mais c'est pas vrai. C'est juste qu'on s'est trompé. On a oublié.
de se laisser guider par tout ce que la nature nous enseigne, cette diversité. Et puis ces mauvaises herbes qui poussent comme ça sous nos yeux. Regardez ça, c'est comestible, c'est super bon pour la santé. Des boïnias, regardez la taille de ces feuilles, incroyable. Donc c'est le début de l'aventure ici, hein. Ça fait 1 an, un petit peu plus qu'on a démarré. N'hésitez pas à nous suivre, à venir nous donner la main dès que vous êtes dans le coin. On organise des petits chantiers participatifs pour apprendre ensemble à mettre en place ces systèmes-là et à profiter de cette abondance. Allez, presque 1 heure de petite visite. C'était juste pour faire un petit tour après 1 an, voilà, de mise en place. Je ferai des petites vidéos plus courtes avec des thèmes précis à l'avenir. J'ai envie de repartager un peu tout ce qu'on vit ici, parce que ça demande d'être partagé. Voilà, l'abondance du vivant qui est là, sous nos yeux. Magique. Merci l'agroforesterie Saint-Tropique. À très vite.